Épisode 15, La prière des morts, c'est écrit par Howard Gordon et c'est réalisé par Kim Manners. Donc là, le titre français, La prière des morts, bon, c'est évidemment assez générique, hein, comme pour Journal de mort. Encore heureux que l'épisode précédent, plus jamais, n'ait pas été rebaptisé le tatouage de la mort. Donc le titre original de l'épisode qui nous concerne, c'est Kaddish, donc c'est de l'hébreu, ça signifie sanctification, et ça désigne donc directement une oraison funèbre. Donc on va quand même admettre que ça en jette un peu plus. Alors on va s'attarder un petit peu sur les coulisses de l'écriture. C'est un épisode qui est très personnel pour son scénariste Howard Gordon. D'abord il dédie cet épisode à sa grand-mère Lillian Gads et il aborde frontalement sa judéité, même si là elle est mêlée, parce qu'on est dans un épisode d'X-Files après tout, au folklore du golem. Le golem qui est un mythe beaucoup plus complexe qu'attendu. Je vous cache pas que... cet épisode a nécessité des lectures annexes beaucoup plus soutenues que d'habitude. Je crois que la dernière fois où j'ai dû faire autant de recherches, c'était pour le dernier épisode de la saison 3. Avec les frères Karamazov de Dostoïevski, que j'ai toujours pas lu d'ailleurs. Donc Howard Gordon a été extrêmement attentif sur la qualité, la justesse et le respect des traditions, donc que ce soit au niveau de la prière, l'enterrement, jusqu'aux accents. À noter que la comédienne Justine Michelli, qui incarne donc cette veuve terrassée par le chagrin, pour résumer en 4 mots, son mari s'est fait tuer par des antisémites. Donc la comédienne n'est pas juive, mais elle a bénéficié de l'aide d'un rabbin pour trouver un accent juste, notamment dans ses prières. Donc un accent yiddish. Alors évidemment je suis pas bien placé, n'étant pas juif et ne parlant pas la langue, je peux pas vous dire si c'est caricatural ou pas. En tout cas, il y a vraiment une empreinte de véracité, je trouve, qui se dégage de cet épisode, qui est plutôt pas mal touchant. Donc là-dessus c'est plutôt réussi, et en plus il prend racine dans un cadre qui n'est pas souvent représenté, donc encore moins dans un épisode d'une série télé à l'impact médiatique aussi énorme. Il y a une atmosphère qui est sombre et mélancolique. Toutefois, alors il y a plusieurs choses que je regrette. Déjà, il y a les personnages des nazis là qui sont débiles, un poil caricaturaux. Et c'est ce que regrette aussi Howard Gordon. Hein, il le dit dans le livre officiel sur X-Files. Cependant, sur le site Le Monde des Avengers, ils font un rapprochement que je trouvais très pertinent avec... ils disent qu'en fait les nazis de cet épisode, c'est une sorte de double inversé des Lone Gunmen, qui avaient aussi leur imprimerie secrète, sauf que là, nos nazillons, ils ont un énorme drapeau nazi étendu sur un mur. Perso, j'aurais préféré quand même des antisémites plus ordinaires, à la bêtise crasse, hein, souvent nourrie par l'ignorance, mais... faut savoir que tous les antisémites n'ont pas forcément des reliques d'Adolf Hitler dans leur cave. Ça me rappelle un petit peu le nazi là qu'on trouve dans Chute libre de Joel Schumacher, ou qui date aussi des années 90, mais de toute façon les années 90 avaient quand même pas mal de méchants comme ça, grotesques, qui vouaient un culte à Hitler. Then who stomped a mud hole in you? Bill! Bill! Then spat on you and let his ape stomp it dry. Final Bill! So whose hide you gonna nail to the gates of hell? Final Bill! Donc là, même si les intentions sont touchantes, et c'est servi donc par une bonne interprétation et un score de Mark Snow assez sensible, qui revendique des influences de la liste de Schindler composée par John Williams, hein, pour le film de Spielberg, et aussi la fugue en sol mineur de Jean-Sébastien Bach, je trouve, et là c'est le gros reproche que je ferai à cet épisode, que c'est un petit peu tiédasse dans l'imagerie fantastique, voire horrifique. L'intrigue déjà elle est prévisible, et surtout la figure du golem elle est déceptive. Et là c'est le fan de films de monstres qui vous parle, hein. J'aurais préféré un bon gros monstre d'argile énorme comme ça, comme Godzilla quoi. Ou alors comme le personnage de Gueule d'Argile dans la série animée Batman des années 90. Là, on a juste un comédien qui a un petit peu de poussière sur la tronche, quoi. Donc, c'est un petit peu léger visuellement. Alors, à la base, le mythe du golem, c'est donc une forme humaine qui est sculptée dans l'argile, une forme immense, une créature donc censée défendre les opprimés, mais qui peut se retourner contre son créateur. Alors, on pense toujours au mythe de Frankenstein par Mary Shelley. En tout cas, c'est vraiment un mythe qui est souvent associé au golem. Sauf que bon, je dirais que dans beaucoup de
récits fantastiques, que ce soit dans la littérature ou au cinéma, on a souvent des créatures ou une sorte de boogeyman en fait qui naît par amour et par vengeance. Donc ça va de The Crow d'Alex Proyas ou là ça m'intéresse davantage Candyman de Bernard Rose, qui lui se passait dans les quartiers pauvres avec cette légende urbaine qui prend son terreau dans un drame passionnel. Et puis la série X-Files aussi a déjà exploité plusieurs fois des entités vengeresses invoquées par des rituels spirituels. Alors, je n'ai pas vu le film expressionniste allemand Le Golem de Paul Wegener. Mais c'est une adaptation de ce livre de Gustave Meyrink. Faux! C'est un scénario original de Paul Wegener et Henrik Galeen. Lui, par contre, je l'ai lu. Donc c'est un livre qui date de 1915. Alors c'est pas du tout un récit horrifique à la Mary Shelley. Alors c'est davantage un récit onirique et labyrinthique dans lequel on suit Atonsius Pernat, un graveur de pierres précieuses qui vit dans le ghetto juif à Prague. Il a des hallucinations, on fait référence parfois au golem, mais il semblerait que ce soit une projection de lui-même. Par ailleurs, je suis en ce moment passionné par la figure du doppelganger, donc c'est un terme allemand qui désigne un double maléfique. Et à un moment dans le récit, alors c'est vraiment que quelques lignes, on y fait référence avec cette histoire de 3 hommes qui seraient descendus dans le royaume des ombres. L'un est revenu fou, l'autre aveugle, et l'autre n'est autre que le Rabbi Akiva, qui est un des rabbins fondateurs du judaïsme rabbinique, un personnage donc historique, qui serait remonté sain et sauf du royaume des ombres, sauf qu'il aurait reconnu son double. Alors j'ai trouvé ça assez fou, assez fascinant, mais très incomplet. Alors j'ai demandé à une connaissance juive, qui est en plus très pratiquant, et pour demander s'il pouvait m'en dire un peu plus. Donc évidemment il connaissait très très bien le Rabbi Akiva, mais il n'a jamais entendu parler de cette histoire. Il s'est renseigné auprès de ses confrères, et pareil. Alors là, on n'a jamais entendu parler que le Rabbi Akiva était dans le royaume des ombres, et puis qu'on serait revenu, il aurait croisé son double maléfique. Alors, est-ce que c'est une pure imagination de Meyrink? Il faut savoir que l'auteur était fasciné par l'occultisme et la Kabbale, mais dans le cadre de son histoire, il cherchait à éveiller la conscience de son protagoniste, et ce serait un thème récurrent chez lui. Donc, comme c'est le seul bouquin de Meyrink que j'ai lu, je ne peux que me référer à ce que j'ai lu ailleurs. Mais c'est tout à fait possible qu'il ait tiré des faits issus de ses recherches pour extrapoler et inventer une nouvelle mythologie. Quoi qu'il en soit, le golem de Meyrink, c'est davantage une quête d'identité et de mémoire, et puis des questionnements évidemment psychanalytiques. Il faut savoir que à cette époque-là, on était, c'était la période à fond sur la psychanalyse de Sigmund Freud. Alors attention, c'est un livre qui est pas évident à lire. En plus, il y a des illustrations qui sont dans le jus de l'époque, donc ça à prendre avec des pincettes. Vous avez un personnage de brocanteur juif. Il ressemble vraiment à une caricature de l'époque, donc c'est assez nauséabond. Et c'est aussi nauséabond si jamais vous êtes roux, parce que je sais pas ce qu'a l'auteur contre les roux, mais il les décrit comme des gens puants, dégueulasses et tarés, donc il y a des... wow. Et il est chelou, ce Meyrink. Les cils des roux me répugnent, on dirait des cils de lapin. Rosine est de cette branche dont le type roux dominant est plus répugnant encore que tous les autres. Alors j'ai aussi une histoire différente autour du golem avec ce recueil de contes, recueil au sein d'une série garnie d'illustrations chatoyantes. Alors c'est un livre que j'ai édité chez Grunt et que j'ai depuis la petite enfance. D'ailleurs, je me tâte des fois à faire une petite vidéo sur ces bouquins qui datent de la petite enfance et que je garde précieusement. Ils m'ont beaucoup marqué. Je vous conseille aussi de les garder s'ils vous ont marqué. D'abord, c'est toujours ça donne de la matière à lire à vos enfants. Et donc évidemment, c'est des livres que j'ai largement épluchés à mon fils quand il était bébé. Et en plus, pour l'endormir, j'avais une arme redoutable. J'avais des conférences sur CD de Hubert Reeves. Alors, histoire de l'univers. Pourquoi parler d'histoire de l'univers? Parce que l'histoire de l'univers, telle que nous, les humains, la voyons, elle a beaucoup évolué au cours du temps. Et c'est intéressant de voir quelles sont ses racines et comment elle a évolué.
Bref, dans cette histoire, on retrouve la créature confectionnée avec de la glaise. On a aussi l'importance de la formule écrite qu'on introduit dans la bouche de la créature. C'est dit d'ailleurs dans l'épisode d'X-Files. On précise que changer une lettre permet sa destruction. Après, cette variation-là, elle est assez foutraque, hein. On fait des bonds dans le temps, ce qui est une entreprise assez risquée quand on a une histoire qui tient sur à peine 5 pages. On passe d'une action du golem à l'autre, et puis il y a un moment où on dévie complètement avec une autre histoire, celle d'une sage-femme qui intervertit des bébés à leur naissance, ce qui fait qu'on manque de peu de marier un frère et une sœur des années plus tard. Et puis ça finit comme Ghostbuster, le Ghostbuster 1, avec ce titan de glaise qui est aussi énorme qu'une ville. Donc avant de finir en tas de boue, donc en lieu et place de la pluie de chamallows dans le film d'Ivan Reitman. J'ai pensé encore une fois un petit peu à la figure de Gueule d'Argile dans la série animée Batman des années 90. La série se trouve sur Netflix en ce moment, donc je vous encourage. C'est vraiment une des meilleures itérations du personnage de Batman. Et puis je pense que pour vos gosses, pendant l'heure du goûter, c'est très sympa. Gueule d'Argile dans un épisode d'X-Files, franchement, ça l'aurait fait. Voilà, bah écoutez, j'ai rien de plus à dire. L'effet de disparition du golem dans l'épisode d'X-Files, c'est plutôt pas mal fait, même si j'aurais vraiment aimé qu'on suive la détérioration, tout le processus en fait de détérioration du début à la fin. Évidemment, il y avait les moyens techniques qui étaient un peu limités, et puis le budget aussi, donc voilà, c'est dommage, on peut pas tout avoir. Donc épisode moyen plus, on va dire, voilà. Comme je disais l'année dernière, les épisodes du midi, voilà. Ouais, vous pouvez regarder cet épisode pendant que vous déjeunez, ça va pas vous dégoûter, quoi. Allez, j'espère que la prochaine chronique sera plus inspirée. Ciao.